Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Guénic de la TBVB, donc l'Association des techniciens de bassin versant breton. Aujourd'hui, nous organisons une webconférence avec le Forum des marais atlantiques sur la restitution du programme Ecofriche, donc l'enfrichement des milieux aquatiques en Bretagne. Je vais laisser la parole aux intervenants et je vous souhaite à tous un bon replay et une belle webconférence. Merci. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok, alors, donc je vais le mettre en plein écran et je voulais juste essayer d'ouvrir la discussion. Bon, bah, tout à l'heure ça marchait, donc c'est pas grave. Du coup, je vois pas forcément les questions, mais bah, après, il ne faut pas hésiter à me couper. Voilà. Bonjour à tous, je suis Alix Augier, je suis chargée d'études au Forum des marais atlantiques. Tout d'abord, merci de votre participation à ce webinaire de présentation du programme Ecofriche et plus précisément donc, des résultats de la phase 1 et de présentation aussi des éléments de travail envisagés sur la deuxième phase qu'on mène actuellement. Donc, on a déjà restitué ce travail à la fin de la phase 1 en 2019. Et donc, aujourd'hui, on refait une restitution, mais qui sera plus synthétique par rapport à celle en 2019. Donc, je vais commencer par expliquer donc, le contexte et la problématique, en fait, la genèse du programme. Donc, l'évolution des pratiques agricoles et plus globalement du contexte socio-économique rural en Bretagne a conduit à l'arrêt ou au ralentissement de la gestion de parcelles de prairies humides et en conséquence donc, à l'apparition de boisements spontanés. Et donc, c'est un constat qui a été fait sur le terrain par les territoires de l'Aulne, du Blavet et du Léguer notamment, donc plutôt en centre-Bretagne. Et donc, ils se sont, dans ce contexte, en fait, ils se sont rassemblés autour d'une réflexion commune sur la question de l'enfrichement de ces milieux. Et donc, avec un certain nombre de questionnements, notamment liés aux conséquences en fait, de cette évolution de végétation donc, entre en général des prairies et donc l'apparition de boisements spontanés, donc les conséquences, l'effet sur les fonctions écologiques, hydrologiques et biogéochimiques des milieux humides et des cours d'eau. Également les mécanismes socio-économiques qui vont diriger l'enfrichement, donc les explications, les facteurs socio-économiques qui expliquent cet enfrichement. Et enfin, ensuite, en fait, derrière, la question de la gestion en fait, de ces espaces pour préserver en fait, les fonctions rendues par ces milieux. L'objectif global du programme qui, du coup, a été initié par du coup, ces questionnements de territoire. Donc, c'est vraiment de savoir comment accompagner en fait, les gestionnaires dans leur choix de gestion sur les milieux humides en contexte d'enfrichement pour préserver les différentes fonctions et services rendus par ces milieux. Donc, on a débuté un programme donc, en 2018 sous une forme voilà, multipartenariale et un programme qui mêle vraiment un travail de recherche-étude avec une animation territoriale et opérationnelle. Donc, on est vraiment tout le temps avec des échanges entre les territoires et les chercheurs, les différents partenaires en fait, qui nous accompagnent dans le projet. Donc, c'est un programme qui a été par étapes, en fait, puisqu'on a débuté d'abord en 2018 par une phase plutôt d'état des connaissances. Donc, on va particulièrement développer aujourd'hui. Donc, on a travaillé sur un volet lié à la dynamique paysagère du boisement spontané en Bretagne, sur les trajectoires socio-économiques qui expliquent l'enfrichement, et enfin sur les effets de l'enfrichement sur les fonctions des milieux aquatiques. En fait, voilà, les objectifs, c'était de faire un état des connaissances sur ces trois volets. Et ensuite, d'identifier des perspectives par rapport aux manques possibles qu'on a pu identifier dans cette phase 1.
Et donc, on a commencé là fin 2020 et jusqu'à aujourd'hui à travailler donc, sur une phase 2 où on a vraiment, suite à la phase 1, identifié que c'était finalement sur les enjeux de biodiversité et sur le levier au travers des usages et des représentations qu'il fallait se concentrer. Et donc, on développera au cours de la présentation ces suites. Mais donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait identifier des secteurs de milieux humides à enjeu de biodiversité sur des territoires d'études, en fait de tester différents outils qui nous permettent d'identifier ces secteurs à enjeu de biodiversité et derrière d'avoir une analyse des usages et des représentations des différents acteurs présents sur ces secteurs pour identifier des leviers à mobiliser pour avoir une gestion pérenne en fait sur ces systèmes et donc de vraiment croiser ces deux approches au final. Voilà, donc le fil de la présentation, donc comment on l'a prévu, c'est d'abord présenter donc, tous les éléments, enfin de manière assez synthétique quand même, mais liés donc à la dynamique paysagère et aux trajectoires socio-économiques donc dans la phase 1, et également de vous expliquer voilà, pourquoi on a décidé ensuite de poursuivre sur certains points liés aux usages et aux représentations. Et de même, donc, pour le volet sur les effets de l'enfrichement sur les fonctions des milieux aquatiques, vous présentez de manière assez synthétique les principaux résultats de la phase 1 et également les suites qu'on a identifiées à développer dans la phase 2. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai un... Voilà. Alors, pour commencer, je vais juste repréciser les objets d'études et les échelles de travail qu'on a pris en compte dans le cadre du projet. Donc, d'abord, on a l'angle sous lequel on a abordé la notion d'enfrichement dans le cadre du projet. On a considéré que c'était un processus d'évolution spontanée de la végétation, vraiment suite à la réduction de l'usage agricole d'un espace. Ça va se traduire par des changements naturels et graduels des communautés végétales qui peuvent être réalisés de manière pas forcément linéaire. Donc, on a travaillé sur vraiment l'enfrichement des milieux aquatiques. Enfin, on a appelé milieux aquatiques, c'est-à-dire les zones humides associées aux cours d'eau. Et donc, dans le programme, en fonction des approches et des volets de travail, on a pu articuler deux échelles. Des fois, donc, des approches où on a étudié les choses donc, à échelle régionale et des fois, un besoin donc, de zoomer et de travailler sur des sites d'études à échelle locale. Voilà. Donc voilà, j'ai fini pour la partie introductive. Je vais du coup passer l'animation à mon collègue de Rennes 2, Thibaut Preux. Alors, faut que je départage mon écran, je crois. Alors, désolée pour l'attente. Ah oui, si c'est sur Thibaut, pardon. Ouais. Et après, il faut que je te nomme animateur. Voilà. Tu me dis si c'est bon pour toi de ton côté. C'est bon pour moi, merci Alix. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ouais, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, c'est bon, c'est la fin d'un instant. Alors, oui, merci Alix pour la partie introductive, pour la présentation introductive. Donc, je suis Thibaut Preux, je suis maître de conférence en géographie et j'ai participé à la première phase d'EcoFriche en tant qu'ingénieur d'études à l'université de Rennes 2. Je vais vous présenter de manière assez rapide les principaux résultats du travail qu'on a mené, nous, à l'université de Rennes 2, donc plutôt avec des géographes. Nous, on a travaillé sur deux aspects, hein, la dimension paysagère du processus d'enfrichement, et puis on a essayé de comprendre un petit peu la dimension sociale de ce processus, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cachait, quel processus lié aux transformations agricoles du monde rural se cachait derrière le processus d'enfrichement. Donc, je vais vous présenter les principaux résultats de ce travail, et puis ensuite, Pierre Dexé, mon collègue de Rennes 2, vous présentera ce qu'on est en train de faire actuellement dans le cadre de la phase 2. Alors, notre premier travail, quand on a commencé sur EcoFriche, ça a été de caractériser la dynamique régionale du processus d'enfrichement. Hein. L'idée, c'était d'appréhender de manière statistique la réalité du phénomène qui était observé sur le terrain et que les gestionnaires qui étaient venus nous voir pour le montage du projet nous avaient rapporté. Donc, le premier travail a été de caractériser la dynamique paysagère dans ces zones humides de Bretagne
Alors, on a travaillé par extraction et classification d'images Landsat, qui était une résolution de 30 mètres, qui est une résolution assez grossière, mais qui nous a permis de remonter suffisamment loin dans le temps. Donc, on a pu travailler sur la dynamique entre 1985 et 2015. Ce travail nous a permis de mettre en évidence que le processus d'enfrichement, c'était une réalité, qu'on pouvait l'appréhender de manière statistique, hein, puisqu'on observe une dynamique d'enfrichement assez significative en Bretagne, avec, entre 1985 et 2015, 8,7% de la surface régionale qui s'est reboisée. Parmi ces reboisements, on a pu identifier que 87% de ces surfaces reboisées, c'était des reboisements probablement spontanés. On a fait un travail de recoupage avec des données de l'IGN, notamment la base de données végétation, qui nous a permis de distinguer le reboisement artificiel des reboisements spontanés. Donc, on a massivement un processus de reboisement qui s'opère de manière spontanée, donc qui correspond plutôt à la définition que vous a donnée Alix au tout début. Et deuxième élément important, c'est que 99% de ces surfaces qui sont en reboisement spontané viennent de surfaces agricoles. Donc, on est bien en face d'un processus d'enfrichement qui est assez notable. Deuxième élément de résultat, c'est qu'on a cherché à caractériser la géographie de ce processus d'enfrichement à l'échelle de la Bretagne. C'est la carte que vous avez ici à l'écran. Quand on s'intéresse à la géographie de ce processus, on voit qu'on a un processus qui concerne plus spécifiquement certaines zones de Bretagne, avec ici un axe plutôt central entre l'Agnon jusqu'à Lorient, où la dynamique d'enfrichement est significativement supérieure à la moyenne. On a des taux d'enfrichement qui sont de l'ordre de 15 à 20% dans cette zone d'étude, qui correspond plutôt à certains types de systèmes agricoles, hein, plutôt d'élevage laitier assez extensif, avec une dynamique de renouvellement démographique qui est assez défavorable. Et puis, le deuxième élément de résultat par rapport à cette géographie, c'est quand on compare l'enfrichement dans les zones humides par rapport au reste du territoire, on a un enfrichement qui est significativement plus important dans ces zones humides, hein, qui est de l'ordre de 13% à peu près, par rapport au reste du territoire où il est de 8,5%. Alors, deux limites importantes à ce travail de caractérisation statistique à l'échelle régionale. D'abord, c'est la faible résolution des données d'entrée. Hein. On est sur une résolution qui est à 30 mètres par pixel, alors qu'on est sur des objets qui sont extrêmement fins dans des paysages très, très fragmentés. Donc ça, c'est une limite méthodologique importante. Et puis, une profondeur temporelle limitée, puisqu'on a pu remonter que jusqu'en 1985. Donc, pour compléter ce travail un petit peu d'analyse à l'échelle régionale, on a, dans un deuxième temps, cherché à comprendre et étudier ce processus à une échelle beaucoup plus fine. Donc là, on a retenu 15 sites d'études dans 3 bassins versants, hein, qui étaient nos partenaires, le Léguer, le Blavet et l'Aulne. On a retenu 15 sites d'études dans lesquels on a constitué un jeu de données spatiales pour essayer de cartographier la dynamique du boisement spontané entre 1953 et 2016. L'idée étant de pouvoir étudier un petit peu les modifications du paysage qui sont associées à ce processus d'enfrichement, et puis de voir si on pouvait dégager des modèles d'organisation spatiale du processus. Alors, les principaux résultats de ce travail à l'échelle locale, d'abord sur la dynamique temporelle. Quand on observe les photographies aériennes et quand on décrit les paysages en 1953, il est frappant de repérer qu'il n'y a quasiment pas de boisement spontané dans tous nos sites d'études, 15 sites d'études. Ça signifie donc que l'arrêt ou la modification des usages agricoles de ces espaces est toujours postérieur aux années 1950. Deuxième élément par rapport aux trajectoires, ce qu'on constate, c'est une accélération du processus sur la période la plus récente, sur la période 1986-2016. Et puis, troisième élément de résultat qui a été extrêmement intéressant pour nous, c'est de voir que des sites d'études qui étaient proches géographiquement pouvaient avoir des trajectoires d'enfrichement qui étaient très hétérogènes. Et donc ça, on va le voir tout à l'heure, ça interroge les dynamiques sociales et foncières qui sont derrière le processus d'enfrichement. Le deuxième élément sur lequel on a cherché à travailler, c'était de caractériser la dynamique spatiale du boisement spontané au sein des parcelles agricoles. L'idée étant de repérer, on a repéré en fait 3 grands types de patrons paysagers ou de motifs paysagers, 3 grandes formes d'enfrichement en fait dans les parcelles. Hein. Une forme de type ici que vous avez sur la partie en bas à droite, le graphique en bas à droite, de type B1, c'est-à-dire une apparition de taches de boisement spontané dans les parcelles, hein, qui correspondent à des apparitions de petits boisements au milieu.
Deuxième type de dynamique d'enfrichement, c'est une extension depuis les bordures de parcelles, donc qui correspond plutôt ici à un abandon et modification des pratiques d'entretien des haies qui vont s'épaissir progressivement et gagner le centre de la parcelle. Et puis un troisième type, qui est plutôt une logique de front pionnier. On va avoir, à partir d'une bordure de parcelle, une progression du boisement qui va s'opérer vers le centre de la parcelle. Donc pour chacun de nos sites d'études, on a pu caractériser un petit peu ces formes de boisement spontané avec l'idée derrière de peut-être guider des choix de gestion. Peut-être que sur les parcelles qui se boisent depuis les bordures, depuis les haies, on va plutôt proposer des méthodes d'entretien autour des soutiens, par exemple, à l'entretien des haies, alors que sur des zones où on a des patchs d'enfrichement qui sont au milieu des parcelles, on aurait d'autres types d'interventions. Dernier élément par rapport à cette analyse à l'échelle locale, qui a fortement guidé en fait la suite de notre travail, c'est que quand on a croisé cette cartographie des dynamiques paysagères au sein de nos sites d'études avec les limites du parcellaire cadastral, comme c'est le cas ici sur cette carte ici d'un de nos sites d'études, site de Plougonvert dans le Léguerre, on voit une très forte correspondance en fait, entre les limites des parcelles cadastrales et l'extension du boisement spontané. Donc, on a une forme de guidage ou de contrôle du processus d'enfrichement par le parcellaire, ce qui suggère un lien fort entre les usages des parcelles, entre les dynamiques foncières et les dynamiques du paysage. Et donc, dans un troisième temps, je dirais que ce qui nous a intéressé, c'est d'investiguer ce lien entre les processus sociaux fonciers, on va dire, et les dynamiques du paysage. L'idée étant de creuser ces questions qui sont à l'écran ici. On a cherché à caractériser finalement comment étaient exploitées les parcelles avant leur abandon. Pourquoi est-ce que les agriculteurs ont décidé à certains moments d'abandonner l'utilisation de leurs parcelles? Est-ce que les raisons pour lesquelles les agriculteurs ont arrêté l'utilisation de leurs parcelles dans les années 50 sont les mêmes que celles qui les conduisent à abandonner leurs parcellaires aujourd'hui? Comment ont été exploitées, comment sont encore exploitées ces parcelles aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont mises en valeur par des systèmes agricoles particuliers, par exemple des systèmes très herbagés, c'est une hypothèse qu'on avait? Et puis, est-ce que, malgré le fait qu'on n'ait plus d'usage agricole de certaines de ces parcelles, est-ce que l'on peut observer d'autres formes d'usage de l'espace, par exemple pour la production de bois, pour la chasse, pour le loisir, etc. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on a réalisé une enquête de terrain. Dans les 15 sites que je vous ai présentés tout à l'heure, on en a sélectionné 6, avec l'idée de comparer des sites qui avaient des trajectoires un petit peu différentes en termes de dynamique. Et donc, cette enquête de terrain, elle a été réalisée en 2018-2019 par une méthode qu'on appelle en sciences sociales la méthode des jurys communaux. Donc, ça consiste tout simplement à réunir des personnes qui ont une bonne connaissance du territoire, du territoire de la commune, donc des propriétaires, des agriculteurs exploitants, des agriculteurs retraités, évidemment, des pêcheurs, des chasseurs, et puis des élus. Et on a donc, sur chacun des sites d'études retenus, on a produit en fait une cartographie du parcellaire cadastral et on a discuté avec les enquêtés de la trajectoire de chacune de ces parcelles. On a reconstitué, c'est l'image que vous avez ici à droite, on a reconstitué l'histoire foncière et agricole de chacune des parcelles de nos sites d'études. On a caractérisé les types d'usages successifs, les dates d'abandon, les motifs d'abandon. Et puis, on avait une discussion après plus générale sur l'évolution des systèmes agricoles de la commune pour essayer de comprendre le lien entre ces différents processus. Et puis, on a complété ce travail de jurys communaux par des entretiens individuels où là, on était beaucoup plus avec des agriculteurs et on a essayé de comprendre et de décrire les pratiques agricoles que mettaient en œuvre ces agriculteurs dans les zones humides et la manière dont ces pratiques avaient évolué dans le temps. Alors, les principaux résultats de ce travail d'enquête de terrain, c'est d'abord de mettre en évidence la temporalité du processus d'enfrichement. Ce qu'on a pu repérer, c'est que finalement, entre 1945 et 1960, on a des zones humides qui sont pleinement intégrées au système de polyculture élevage. Donc, il y a des gens qui essaient de rentrer dans la réunion, mais je n'arrive pas. Voilà, je
ça va mettre tout le monde. Excusez-moi. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un contexte qui est très favorable d'abord à l'intégration de ces zones humides dans le fonctionnement de l'exploitation agricole, puisqu'on a dans ces régions de Bretagne de très fortes densités agricoles qui permettent une utilisation extrêmement fine de l'espace, avec de nombreuses ressources qui sont prélevées dans les zones humides, les coupes de foin, la production d'herbes, l'utilisation du bois pour le chauffage, l'utilisation des landes pour, par exemple, produire de la litière, dans le cadre de systèmes de polyculture élevage qui sont extrêmement bien implantés. Et puis, ce qu'on a pu aussi mettre en évidence, c'est un aménagement extrêmement fin de l'espace, avec des systèmes de rigoles, des chemins communaux qui sont gérés collectivement à l'échelle de ces communes. Donc, pour synthétiser, on a un système social, économique, technique, qui permet l'exploitation de ces milieux. Ensuite, on a, après cette période 1945-1960, une première période qui correspond à un volume de terre abandonné extrêmement important. Donc, sur l'ensemble de nos zones d'études, on a à peu près la moitié des parcelles qui sont abandonnées entre 1960 et 1980. Ça correspond en fait à l'arrivée des premiers tracteurs dans les exploitations et à la période un petit peu des remembrements qui vont bouleverser l'appréhension de l'espace agricole. Et en gros, pour faire simple, on a la moitié des parcelles qui sont abandonnées pendant cette période, et ça correspond plutôt à des parcelles qui sont peu mécanisables, qui sont difficilement mécanisables, qui sont les parcelles les moins importantes, et qui vont être abandonnées pendant cette période. Et puis, on a une deuxième phase qui va être beaucoup plus étendue dans le temps, entre 1980 et aujourd'hui, où on va avoir l'autre moitié des parcelles qui sont abandonnées. Et là, on a un abandon qui, vous le voyez, se fait de manière moins massive, qui se fait un petit peu plus au fil de l'eau, de manière un petit peu, ce qu'on a appelé ici par petites touches. C'est-à-dire qu'on va avoir des agriculteurs qui vont abandonner des parcelles très progressivement. Et là, les facteurs qui expliquent l'abandon de ces parcelles sont très différents. On n'est plus sur des aspects vraiment de mécanisation ou de difficulté d'utilisation du parcellaire, mais on a d'autres processus qui sont liés plutôt à des phénomènes d'agrandissement des exploitations, de concentration de la production, qui vont se traduire par des abandons très, très progressifs. Quand on se penche justement sur les facteurs qui conduisent à l'abandon des parcelles agricoles qu'on a pu identifier après l'enquête, on voit qu'on a plusieurs éléments qui se rejoignent, en fait, qui se conjuguent pour expliquer l'abandon des parcelles agricoles. D'abord, on a, et c'est un élément très important qui est ressorti dans l'enquête par les agriculteurs, notamment par les agriculteurs, c'est un lien fort avec l'agrandissement des exploitations agricoles et l'intensification du travail. Les zones dans lesquelles on a enquêté sont des zones qui sont caractérisées par un faible renouvellement démographique des exploitations et par un processus d'agrandissement qui est très important et qui est même plus important que ce que l'on observe à l'échelle régionale. Et ce processus d'agrandissement va permettre aux agriculteurs de reprendre des terres qu'ils jugent plus facilement mécanisables. Et par ce jeu d'agrandissement successif, les agriculteurs que l'on a pu enquêter vont abandonner progressivement les parcelles qui sont les moins favorables à la mécanisation de la production. Et donc, on a une sorte de tri sélectif qui va s'opérer à l'occasion de ce processus d'agrandissement. Le deuxième élément qu'on en a pu mettre en évidence, qui est assez, qui ne représente pas une grande surprise par rapport à ces hypothèses que l'on avait initialement, c'est l'évolution des systèmes d'élevage, et c'est notamment l'évolution de la place des prairies humides pâturées dans le système d'exploitation, qui va expliquer aussi cette logique de moindre utilisation des zones humides, des prairies humides. Certains éleveurs ont également mis en évidence les conditions sanitaires, le passage d'un cheptel qui était plutôt un cheptel rustique avec des races qui étaient adaptées à ce type de milieu à un cheptel plutôt centré sur la Primolstein, qui est beaucoup plus sensible d'un point de vue sanitaire aux maladies et à l'utilisation de prairies humides, qui explique aussi ces évolutions. Troisième élément, c'est le lien entre propriété foncière et exploitation agricole. On a globalement des propriétaires fonciers qui ont une gestion assez attentiste de ce type de parcelles en prairies humides, avec globalement une absence de gestion patrimoniale, notamment par les agriculteurs retraités qui ont conservé la propriété foncière de ce type de milieu et qui ne
n'ont pas de stratégie patrimoniale particulière, qui, par exemple, lorsqu'un exploitant va cesser d'exploiter la parcelle, ne vont pas spécialement chercher ou faire de démarches particulières pour retrouver de nouveaux exploitants. Et puis, on a aussi, d'un point de vue du foncier agricole, des zones qui sont, notamment des zones humides, des zones de front de vallée, qui sont extrêmement morcelées. On a pu observer dans plusieurs communes qui pourtant avaient été remembrées. Eh bien, dans ces communes qui avaient été remembrées, eh bien, les fonds de vallée, les zones humides étaient passées en dehors de ces opérations de remembrement, donc avec un fort morcellement foncier qui va compliquer l'exploitation de ce type de milieu. Et puis un dernier élément, on a un effet qu'on a appelé un effet de paysage, c'est-à-dire un espèce de seuil qui fait qu'au-delà d'un certain niveau, lorsque les parcelles environnantes sont enfrichées, l'agriculteur va avoir du mal à conserver l'exploitation de ces parcelles. Je vous donne un exemple ici. Vous avez un agriculteur qui exploitait encore les parcelles 234 et 294 ici. Ils sont affichés à l'écran. Vous voyez des parcelles qui étaient encore pâturées ici. Et puis, cet agriculteur s'est retrouvé en fait cerné, les parcelles se sont retrouvées cernées par d'autres parcelles qui se sont enfrichées, qui ont été à l'abandon. Et donc là, ça pose des problèmes d'accessibilité à ces parcelles, puisqu'il n'y a pas forcément de chemins communaux qui desservent ces parcelles. Il y a une gestion plus difficile aussi de la végétation sur ces deux parcelles qui sont hydrées. Pour terminer, avant de passer la parole à mon collègue, un dernier point sur lequel je voudrais insister. Ici, j'ai plutôt présenté des éléments de dynamique, d'abandon, des facteurs qui expliquent ces processus d'abandon. Quand on s'intéresse, quand on examine de manière précise les usages actuels de ce type de zone humide, ce que l'on voit, c'est qu'on a à peu près la moitié des parcelles qui sont encore utilisées par les agriculteurs, avec parfois des sous-utilisations qui sont assez manifestes. On va simplement avoir des agriculteurs qui vont faire une coupe pour la production de foin dans l'année, ou qui vont mettre des génisses à pâturer quelques semaines dans l'année, mais on va être plutôt sur une sous-utilisation. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est d'observer dans les parcelles qui sont aujourd'hui considérées comme étant sans usage, en fait, on va retrouver tout un tas d'usages secondaires qui sont plutôt en extension, plutôt en dynamique. Par exemple, des agriculteurs, enfin des personnes qui vont utiliser ce type de parcelles pour produire du bois, ou ce que l'on a observé aussi de manière assez intéressante, le développement d'utilisation de ces parcelles enfrichées pour la chasse, pour la production de chasse privée. Donc des usages secondaires qui se développent à la suite d'un abandon d'un usage principal qui était agricole, et qu'il s'agira de suivre dans le temps, parce que ça nous semble être une perspective extrêmement intéressante. Voilà, je vais laisser la parole à Pierre peut-être pour la présentation des perspectives justement par rapport à ce premier travail exploratoire, et puis ensuite on pourra prendre un temps pour répondre à vos questions. Pierre, je te laisse la main. Bonjour. Donc, pour ce qui est mené actuellement dans la continuité de cette première phase d'enquête, comme le disait Thibaut, la première phase d'enquête a largement permis de documenter les trajectoires d'enfrichement de ces milieux humides. Et là, dans cette deuxième phase d'enquête qui a débuté en début d'année, là au printemps, il s'agit un peu plus de documenter les usages actuels des parcelles humides et des zones humides en général, pour comprendre en particulier dans quel cas ces parcelles continuent à être utilisées, en particulier par le monde agricole, et comprendre pourquoi certaines personnes continuent à utiliser ces milieux humides, tandis que d'autres préfèrent les délaisser. Donc, il s'agit de comprendre ce qui est fait sur ces milieux humides, en particulier par les agriculteurs, et surtout comprendre pourquoi ces personnes continuent à exploiter ces espaces qui peuvent être contraignants à utiliser. Donc, il s'agit là un peu de comprendre dans quel contexte les zones humides vont plutôt vers des trajectoires d'enfrichement, et dans quel cas on a des situations où en fait des personnes continuent à les entretenir, donc on reste sur des milieux dits ouverts. Donc, l'idée après, c'est de pouvoir identifier des contextes dans lesquels on peut mener des mesures de gestion pérennes des milieux humides, ou alors, au contraire, dans quel contexte il n'est pas forcément pertinent d'intervenir parce qu'on sait que l'usage derrière ne suivra pas. Donc, ce ne sera pas forcément pérenne, par exemple, de conduire des opérations de réouverture comme c'était mené, comme ça continue à être mené.
Donc, ce second travail, c'est toujours un travail d'enquête qualitative, donc qui passe par des entretiens semi-directifs. Là, on s'étale un peu plus sur l'ensemble des 3 bassins versants. On n'est plus circonscrit aux 6 sites d'études de la phase 1. Et ces entretiens, donc, ils s'adressent à un petit panel d'acteurs et d'usagers des zones humides, principalement des éleveurs, donc, notamment des éleveurs en bovin-lait qui sont assez majoritaires sur ces types d'espaces et sur ce territoire, mais également des éleveurs bovins allaitants et d'autres éleveurs un peu plus entre guillemets, marginaux sur ce territoire, des ovins caprins ou des éleveurs de chevaux. Il s'agit également de rencontrer des personnes qui auraient pu faire des plantations forestières sur des zones humides pour comprendre pourquoi et comment ils ont fait ça et quelles étaient leurs motivations. Et également de comprendre un peu plus les usages un peu plus alternatifs et non agricoles de ces espaces, que ce soit la chasse, avec la chasse à la bécasse notamment, qui est c'est un secteur assez prisé pour la chasse à la bécasse, ou la pêche, et également rencontrer des élus, des riverains, pour comprendre comment ils utilisent ces espaces et aussi comment ils se les représentent. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît, Thibaut. Donc là, actuellement, il y a à peu près une vingtaine, 18 entretiens qui ont été réalisés depuis le printemps, donc principalement auprès d'agriculteurs. On peut déjà cerner de grandes tendances qui ressortent de des discours qu'ils ont pu tenir lors de ces entretiens. Donc, première grande tendance qui n'est pas une surprise et qui confirme ce qu'on avait vu auparavant, c'est que c'est des espaces contraignants à exploiter, que ce soit pour leur portance, leur accessibilité. Et donc, il y a des éléments contextuels qui font que certains espaces vont plus aller vers une trajectoire d'enfrichement ou au contraire être favorables à un entretien, que ce soit l'organisation du parcellaire. On a des agriculteurs qui ont des parcellaires très groupés, donc avec des parcelles parfois humides assez proches de la ferme, donc qui sont plus faciles à entretenir, et d'autres qui vont avoir des parcellaires plus dispersés, avec des parcelles humides parfois beaucoup plus loin de l'exploitation du siège de l'exploitation, donc qui vont être parfois plus amenés à être délaissés. D'autre part, il y a aussi la proportion de zone humide dans le parcellaire qui va jouer, puisqu'une personne qui aura une grosse proportion de zone humide dans son exploitation sera plus contrainte, enfin, en tout cas, sera amenée à les utiliser pour pouvoir utiliser au mieux toutes ces parcelles, tandis qu'une personne qui aura par exemple 5% de zone humide sur tout son parcellaire pourra ponctuellement parfois plus être amenée à les délaisser. Et également les types de production qui n'ont pas les mêmes contraintes, donc qui peuvent permettre parfois d'exploiter davantage ces espaces. Toutefois, il y en a quand même un certain nombre de ces agriculteurs qui voient des atouts dans l'utilisation de ces espaces, notamment pour la production et l'utilisation de ressources en herbe, que ce soit pour le pâturage lorsque... Ok. Merci. Il y a un micro ouvert. Oui, il y a un micro qui reste ouvert. Allô? Que ce soit pour le pâturage en période sèche ou aussi pour la production de foin complémentaires au foin qui vient plus de parcelles cultivées. Donc un foin qui est quand même cité comme être un foin de moins bonne qualité, mais qui est toujours un foin qui peut permettre d'avoir un peu plus de ressources, qui n'est pas, surtout quand il y a une faible production. Donc en plus de tout ça, on a pas mal discuté avec les exploitants des mesures agro-environnementales et climatiques. Donc, il y a beaucoup de ces espaces qui sont mis en MAE pour encourager leur gestion et leur gestion en respectant un certain nombre de contraintes pour qu'elles soient plus vertueuses vis-à-vis de l'environnement. Donc, souvent, ces MAE elles sont assez déterminantes et elles encouragent vraiment à l'exploitation de ces espaces sur lesquels tous ne seraient pas forcément allés. Toutefois, il apparaît quand même qu'il y a une adhésion à ces valeurs environnementales et de respect, on va dire, de l'environnement. Enfin, c'est dans les pratiques qui est perçue souvent comme contraignante. Et donc, en fait, beaucoup aimeraient que ça soit assoupli à ce niveau-là, quitte parfois en fait, à avoir des pratiques qui seraient beaucoup moins vertueuses pour l'environnement. Et ce qui s'ajoute à ça, en fait, des aides qui sont perçues comme insuffisantes pour compenser l'investissement moyen qui est mis sur la gestion de ces parcelles. Donc, une vision un peu paradoxale de ces MAE. Et en plus de tout ça, pour ce qui motive un peu la gestion de ces espaces, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui, le discours qu'on a pu avoir sur le rôle des prairies humides sur la rétention d'azote notamment, il a percolé jusqu'à ces personnes. Et aujourd'hui, le discours du
du rôle des prairies dans la rétention d'azote notamment, il est assez mobilisé par ces personnes pour dire qu'il faut continuer à entretenir ces espaces, alors qu'une friche va par exemple être moins vertueuse pour ce genre de fonction. Alors que c'est ce qu'on a vu dans la phase 1, c'est une fonction qui est plutôt... la rétention d'azote est plutôt similaire que ce soit une friche ou une prairie. Et enfin, sur l'aspect plus représentation, je dirais, paysagère des prairies humides et de leur enfrichement, alors qu'on pouvait voir dans la phase 1 qu'un Thibault interrogeait plutôt des personnes plutôt âgées, voire des retraités, que ces personnes pouvaient plutôt rejeter la friche. Aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui, dans les exploitants actuels, souhaitent vouloir maintenir propres ces espaces. Toutefois, le regard qui est porté sur la friche, ce qui en ressort, c'est qu'il y a une certaine accommodation à sa présence dans le paysage et que globalement, il y a peut-être une sorte d'indifférence. En fait, elle est assez peu citée comme quelque chose qu'il faudrait forcément entretenir, faire revenir à un usage passé et que son existence dans le paysage est là et que ne semble pas rejeter pleinement comme ça pourrait être le cas dans d'autres catégories de personnes et d'âge. Donc voilà sur les premiers éléments qui ressortent de cette phase, du début de cette phase d'enquête. Et donc on va pouvoir répondre à quelques questions sur ce volet-là avec Thibault, pendant une petite dizaine de minutes si vous le souhaitez. Merci Pierre. Je crois, alors, il y avait une question dans le chat. On va peut-être commencer par la question dans le chat pour lancer la discussion. Donc Olivier Audras nous demande quel regard porte le monde agricole sur une telle étude. Je pense que Pierre, tu y as répondu en fait là, juste à la fin. Je trouve qu'on oscille un petit peu entre une certaine indifférence à la question qui nous a surpris parce que on était parti avec une hypothèse assez forte au début selon laquelle la friche était perçue très négativement par le monde agricole. Ce qui était le cas, effectivement, quand moi j'ai rencontré des personnes âgées, notamment dans les jurys communaux. Par contre, on voit bien chez les plus jeunes agriculteurs une évolution du discours. Alors, ça, il faut qu'on le confirme dans l'enquête, mais voilà, il y a donc, je dirais que c'est une oscillation entre l'indifférence et un comportement peut-être un petit peu opportuniste, on va dire, où la MAE est très souvent mise en avant comme un moyen quand même de complément de ressources assez important dans certaines fermes qui ont beaucoup de zones humides dans le territoire d'exploitation. Donc voilà, on est un petit peu entre ces deux éléments. Après, on a eu des retours un petit peu de la Chambre d'agriculture, mais pas plus que ça. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pierre. Ouais, c'est ce que tu disais. Hein, et ouais, il y a toujours cette. Parfois, une approche un peu opportuniste va vouloir vraiment promouvoir un peu les MAE pour être en réflexion actuellement là, pour pouvoir en fait, tirer un maximum de ces MAE pour pouvoir continuer à les toucher et entretenir ces espaces. Elles sont assez plébiscitées, en fait, je pense, par les agriculteurs à ce niveau-là. Enfin, voilà, les motivations qui ressortaient là étaient plutôt économiques. Après, tous n'ont pas la même adhésion aux valeurs environnementales qui sont derrière. Mais, tous les suivent, en fait, en tout cas, mais tous n'ont pas les mêmes motivations, forcément. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres alors, ça peut être des questions ou peut-être des témoignages. Est-ce que ce que nous vous avons présenté sur le Centre-Bretagne vous parle? Est-ce que ce sont des choses que vous observez aussi? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses inédites? Il y a une question dans le chat. Comment avez-vous mené cette seconde enquête à plus large échelle, hors des sites ciblés dans la phase 1? Donc là, on s'étale, on l'amène à l'échelle des 3 bassins versants, en sollicitant beaucoup en fait, les référents qu'on a sur ces territoires, les chargés de mission sur ces territoires avec qui on est en contact, qui m'ont permis de cibler des profils d'agriculteurs en fait, qui sont concernés par les zones humides. Et en fait, en rencontrant ces premières personnes, ensuite, chacun évoque son voisin, des connaissances, et on arrive à cibler un panel d'usagers des milieux humides, en essayant quand même d'avoir une
certaine représentativité des usages, à surreprésenter des usages qui seraient un peu plus marginaux sur ces territoires. Alors, on a une autre question de Ronan Leménaire. Alors, y a-t-il une corrélation entre enfrichement et topographie? Alors, pas vraiment en fait. Il y a quand on regarde à l'échelle de la région Bretagne, qu'on compare les zones humides versus le reste du territoire, effectivement, on a une surreprésentation d'enfrichement dans les zones humides. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on comparait des sites à l'échelle locale, qu'un site d'études, des sites qui avaient des caractéristiques physiques très proches, d'un point de vue topographique, d'un point de vue sol, d'un point de vue géomorphologique, hydrologique, etc. Deux sites qui avaient des caractéristiques physiques assez proches pouvaient avoir des trajectoires très différentes en termes d'enfrichement. Et donc, c'est en cela que les variables agricoles, socio-économiques et foncières, on va dire, jouent un rôle majeur. Donc, vous prenez deux milieux assez proches sur le plan physique. En fait, ce sont les systèmes d'exploitation qui vont utiliser ces espaces qui vont faire la différence en termes de dynamique paysagère. C'est-à-dire qu'il suffit que vous ayez sur le site dans lequel vous avez un maintien des milieux ouverts, il suffit que vous ayez une exploitation, par exemple, dont le parcellaire est relativement bien groupé, les parcelles sont à proximité de la salle de traite avec un système assez peu intensif et un agriculteur qui va avoir un savoir-faire aussi d'utilisation de ce type de parcelles. Là, vous allez avoir un maintien du milieu ouvert. Par contre, le même type de milieu avec des systèmes agricoles beaucoup plus intensifs, engagés dans une logique d'agrandissement importante, qui vont aller récupérer des parcelles à l'extérieur, là, on observe des lignes d'enfrichement beaucoup plus fortes. Alors après, il y a une question pour toi, plutôt Pierre, sur question de Magali Bernouzet. Combien de personnes seront enquêtées au final dans la phase 2? Ouais, donc là, actuellement, là, il y a eu 18 personnes enquêtées. L'idée, c'était d'enquêter à peu près une bonne vingtaine de personnes. Donc, je pense qu'on va monter à peu près 25, voire grand maximum une trentaine de personnes pour vraiment cerner à peu près tous les usages qu'il peut y avoir sur ce type d'espace et en fait, arriver à ce qu'on appelle la saturation du modèle, donc des discours qui commencent à revenir d'un entretien à l'autre. Là, ça commence déjà à arriver. En fait, quand dans un entretien à l'autre, on commence à voir que les personnes commencent à dire la même chose, on se rend compte qu'il y a quand même des éléments qui peuvent être plus ou moins généralisés. Donc, oui, je pense qu'on sera à peu près à 25 entretiens. Question de Guillaume Deray. Avez-vous une corrélation entre l'enfrichement et la distance du lieu d'habitation au lieu d'habitation du propriétaire de la parcelle? Alors, c'est quelque chose qui effectivement est ressorti dans les entretiens avec les agriculteurs. On n'a pas pu le mesurer de manière empirique, c'est-à-dire qu'on n'a pas en fait dans notre enquête sur les matrices cadastrales, là, on n'a pas le lieu d'habitation exact du propriétaire. Donc, on n'a pas pu le mesurer statistiquement, mais effectivement, dans les entretiens, c'est quelque chose qui ressort, notamment, alors pas tant sur la distance propriétaire parcelle, mais plutôt sur la distance exploitant parcelle. Donc, un parcellaire qui est plutôt bien groupé et à proximité du siège d'exploitation est plus facilement valorisé par l'agriculteur que des parcelles qui sont très, très éloignées. Ça rajoute, en fait, c'est une sorte de cumul de contraintes qui fait qu'au bout d'un moment, l'agriculteur n'y va plus. Mais c'est un point qu'on aimerait bien mesurer de manière statistique. Question d'Olivier Audras aussi. Entre la logique d'agrandissement et la disparition des troupeaux laitiers, la tendance à l'enfrichement va-t-elle repartir à la hausse? Alors, difficile de faire des prédictions. Enfin, moi, je ne me risquerais pas à faire des prédictions parce qu'il y a plein de phénomènes en fait, qui peuvent intervenir. Hein. Effectivement, il y a plutôt une logique d'agrandissement des exploitations laitières. Et cette logique d'agrandissement, elle est en train de s'accélérer avec la disparition des quotas laitiers. Ça, on l'observe très, très bien sur l'ensemble du Grand Ouest de la France. Là, les derniers chiffres qu'on a du ministère de l'Agriculture sont assez éloquents. Donc, cette logique d'agrandissement, elle va se poursuivre, c'est une certitude. Est-ce que ça va forcément se traduire par de l'enfrichement? C'est possible. Il est aussi possible que d'autres usages de l'espace se développent, comme on a pu le montrer à la fin de l'enquête ici, et ce sur quoi travaille un petit peu Pierre aussi. D'autres formes d'usage de l'espace qui ne seraient pas des usages agricoles, strictement, mais des usages, par exemple, pour des usages de chasse, de la production de bois. Donc dans ce cas, on ne serait pas dans une logique d'abandon total, mais plutôt d'une logique de transformation des usages de l'espace. Et ça va produire des dynamiques paysagères
vont être intéressantes à observer. Donc, voilà ce que, enfin moi, Pierre, je ne sais pas si tu veux compléter sur ce point, mais je peux non plus peut-être trop donner faire de la prospective là-dessus, mais enfin, parmi les agriculteurs, il y en a beaucoup qui disent, pour eux, la tendance serait plutôt à aller en ce sens avec l'évolution du nombre d'exploitations et leur agrandissement. Après, c'est ce qui ressort du propos. Après, c'est difficile de savoir ce qu'il en sera à terme. Ce qu'on a pu observer, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que donc on a le développement d'usage en dehors du milieu agricole et au sein du milieu agricole, on a des types de ménages, des ménages assez atypiques, des exploitations assez atypiques, que l'on retrouve aussi dans ce type de milieu et qui vont justement chercher dans ce type de milieu un foncier abordable dont personne ne veut et qui vont pouvoir développer des activités, leurs activités. Donc, c'est ce que j'ai observé sur 2 sites d'études. On a des agriculteurs qui vont s'installer pour faire de toutes petites exploitations de 10, 15, 20 hectares avec un petit cheptel allaitant, et c'est une exploitation qui va être en complément d'une activité professionnelle principale. Donc, des logiques de double activité. Voire même des logiques de loisirs. Hein. On a des gens qui vont reprendre quelques terrains pour faire un peu de moutons, un petit peu d'élevage de chevaux, des choses comme ça. Donc ces choses-là peuvent aussi perturber cette dynamique d'ensemble. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va passer la main à Alix. Non, pas d'autres questions. Donc, Alix, je te rends l'antenne. Bien, merci. Alors, il faut que je te nomme animatrice. Voilà. Ok. Ah oui, non, je n'ai pas avancé en même temps. Excusez-moi un instant. Ouais, alors, je me remets juste. Ouais. Désolée, hein, j'avais remis au bon endroit, mais bon. Donc, nous allons maintenant aborder les principaux résultats et conclusions du volet de travail sur les effets de l'enfrichement sur les fonctions écologiques des milieux humides, des milieux aquatiques. Donc, la question principale qu'on s'est posée sur cette partie, c'est quel est l'effet de l'enfrichement plus précisément donc, sur les fonctions biologiques, hydrologiques et biogéochimiques. Et donc, pour mener cette étude, cet état des connaissances, cette synthèse, ce travail a fait l'objet d'un travail complémentaire de recherche bibliographique et d'échanges avec différents références scientifiques qui ont aussi permis d'orienter vers des études, qui étaient au cœur de notre sujet. Donc, là, ce que j'ai identifié dans les points abordés, c'est les différentes fonctions et points abordés dans le rapport. Mais aujourd'hui, je ne vais pas avoir forcément le temps de présenter l'ensemble. Donc, je vais présenter les principaux résultats. Juste en préambule, la présentation suivante, c'est vraiment une synthèse des éléments traités par rapport en fait, à cette évolution de la végétation. Donc, l'idée, c'est quand même de bien rappeler en entrée que ce n'est vraiment pas du tout le seul facteur d'influence sur les différents éléments qui peuvent faire varier l'efficacité sur les fonctions des milieux humides. C'est vraiment un facteur plutôt secondaire, la végétation. Et donc, du coup, je vous invite à lire le rapport aussi pour plus de détails sur les fonctions que je n'aurais pas pu aborder aujourd'hui ou à me poser directement vos questions ou à me poser vos questions en fin de présentation. Pour commencer, le travail qu'on a réalisé a mis en évidence le caractère quand même assez fragmenté et lacunaire des connaissances sur vraiment l'enfrichement, l'effet de l'enfrichement sur les fonctions écologiques des milieux aquatiques. En tout cas, en l'abordant sous cet angle, c'était assez lacunaire. Et on a aussi observé des connaissances assez lacunaires sur la biodiversité, notamment
des milieux humides boisés. Et c'est finalement, au travers de l'analyse d'autres problématiques indirectement reliées à l'enfrichement, qu'on a pu apporter des réponses et synthétiser les éléments que je vais présenter dans un deuxième temps. Donc finalement, on a traduit cette problématique de l'effet de l'enfrichement sur les fonctions par une comparaison entre la végétation herbacée et la végétation arborée. L'enfrichement va entraîner des changements environnementaux et biologiques sur les parcelles. Donc, il va montrer une diversité de réponses potentielles selon les fonctions et les contextes d'études. Mais la principale conclusion qu'on a observée, c'est que globalement, l'enfrichement n'apparaît pas défavorable pour les fonctions hydrologiques et biogéochimiques sur les zones humides et les cours d'eau, et que par ailleurs, il entraîne une modification sensible de la biodiversité. Donc, c'est un point qu'on développera par ailleurs. Donc, pour commencer, la dynamique d'enfrichement va entraîner un changement dans la physiologie et la structure de la végétation en passant d'une végétation herbacée à une végétation arborée. Et en fait, ces changements entre ces deux types de végétation vont jouer sur les différents processus du cycle de l'eau et vont influencer notamment la fonction de régulation, les différentes fonctions de régulation quantitative de l'eau. Donc, ce qu'on a pu voir d'une manière générale d'après la littérature en termes de différence entre ces deux types de végétation, c'est que tout d'abord, l'évapotranspiration d'un couvert arboré, elle est plus importante que celle d'une végétation basse, et c'est principalement expliqué par des capacités plus grandes d'évaporation de l'eau interceptée, de prélèvement dans les réserves en eau du sol et de transpiration du couvert arboré. Donc, les prélèvements en eau supplémentaires peuvent impliquer, selon la saison, en fait, une baisse du niveau de nappe un peu plus important. Et ça, c'est seulement si l'évapotranspiration elle est supérieure à l'écoulement qui transite dans la zone humide. Et enfin, une végétation arborée à racines profondes va favoriser davantage l'infiltration et la rétention d'eau par rapport à une végétation basse, notamment parce que le sol forestier il est généralement plus organique, aéré et meuble, et qu'il a généralement un système racinaire qui va développer, augmenter la porosité du sol, et également le développement de litière qui va faire augmenter cette porosité du sol. Donc, le deuxième élément qu'on a regardé par rapport à l'effet de la végétation sur le cycle de l'eau, c'est l'influence de la rugosité du couvert végétal, de différents couverts végétaux. Donc, dans la littérature, ce qu'on peut trouver, c'est qu'il y a des effets variables du type de couvert, donc entre herbacé et arboré, en fonction du type d'écoulement qui apparaît. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un ralentissement plus important avec des arbres pour des débits très élevés et des hauteurs d'eau assez importantes. Et à l'inverse, c'est plutôt le couvert herbacé qui sera un peu plus efficace quand on a une faible lame d'eau et des débits peu élevés. Par ailleurs, le boisement spontané va quand même amener une rugosité qu'on peut considérer comme assez efficace aussi, avec l'apparition de débris ligneux, une fois que le processus est mis en place, donc de différents débris ligneux, de branches, de troncs, de matières grossières, qui permet là aussi, en fait, pour des faibles lames d'eau ou des débits peu élevés, de ralentir l'écoulement. Donc finalement, la présence d'une strate herbacée ou de litière ou de bois mort sous les arbres favorise l'infiltration et le ralentissement des écoulements de manière assez similaire. Donc, en fait, l'analyse de l'effet du type de végétation sur ces différents processus nous a permis en fait derrière d'expliquer l'effet de l'enfrichement sur la régulation quantitative de l'eau par les zones humides, donc notamment sur la régulation, la fonction de régulation des crues. Donc ici, là, j'ai remis un tableau qui montre que quand on fait la synthèse en fait, des différents processus qui entrent en jeu dans la régulation des crues, on observe finalement une différence assez peu marquée des effets du type de couvert végétal sur la régulation des crues, sur les zones humides, notamment à l'amont. Du coup, c'est bon, Marie, pour jeudi matin? Ouais. Tu lui confirmes? Ouais. Ok. Ensuite, on voit qu'il peut y avoir
sur les fonctions donc, de soutien d'étiage et de recharge de nappe des éléments un petit peu plus marqués. En effet, donc, quand on regarde la différence entre un couvert arboré et herbacé, on voit que le couvert arboré il pourra diminuer l'écoulement qui transite par la zone humide de manière un peu plus forte en période estivale. Et ça, c'est uniquement voilà, quand par le fait que l'évapotranspiration elle est généralement supérieure en été. Ça, c'est un point d'attention quand même à identifier vis-à-vis du changement climatique et la prévision de futurs étés qui sont plus secs. Et à l'inverse, on peut voir qu'on a une meilleure infiltration des eaux sous un couvert arboré qui sera plus favorable pour la recharge de nappe. Donc voilà, on a ces deux fonctions sur lesquelles le type de couvert est un petit peu plus contrasté, mais qui finalement se compensent ici. Ensuite, donc, quand on regarde le cas donc des effets du type de végétation sur la régulation qualitative des zones humides, donc notamment la régulation des flux d'azote. Donc, tout d'abord, on a regardé par grands processus qui permettent d'abattre l'azote en zone humide. Le stockage végétal, qui est un processus de rétention temporaire. Donc là, la tendance observée dans la littérature scientifique, c'est que globalement, le stock d'azote d'un couvert arboré, y compris avec sa litière, apparaît supérieur à celui que l'on peut voir dans le cas d'un couvert herbacé. Ça, c'est notamment lié donc, à la quantité de biomasse produite par un couvert arboré, au taux de décomposition de la litière qui est généralement plus lent sous un couvert arboré, et également au fait que les racines plus profondes des arbres permettent de prélever de l'azote sur un plus grand volume de sol. Après, il faut moduler un petit peu ce constat, puisque quand on a aussi un prélèvement régulier de biomasse, que ce soit dans le cadre d'une prairie, donc sur de couverts herbacés ou boisés, ça fait une élimination nette en fait, de l'azote et ça contribue quand même de manière préférentielle et très importante à l'élimination de l'azote du milieu. Et on voit que par ailleurs, un boisement spontané non entretenu, on n'aura pas cet export de biomasse et donc de l'azote va quand même, alors bien que ce soit très diffus et très lent, sera quand même restitué au milieu au cours de la vie de l'arbre. Mais dans ce cas-là, la fonction de régulation et tampon des écoulements qui arrivent dans la zone humide sera quand même remplie. Ensuite, le deuxième processus qui permet d'abattre de l'azote en zone humide, c'est la dénitrification bactérienne. Et alors là, dans la littérature, ce qu'on observe, c'est que généralement, le type de végétation ne semble pas vraiment entraîner en fait, de variations significatives des capacités de dénitrifiant de la zone humide. Donc, quand on fait la synthèse en fait, de ces différents processus qui entrent en jeu dans l'abattement d'azote en lien avec le type de végétation, donc là, c'est pareil, c'est donc comme tout à l'heure résumé dans le tableau suivant, on observe que voilà, le type de végétation présente quand même un impact assez faible dans l'efficacité globale d'abattement de l'azote par les zones humides. Et qu'après, c'est quand même le type de gestion qui a une influence importante et que finalement, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment l'export de matière par fauche ou coupe de bois qui permet d'éliminer l'azote du milieu de manière durable et particulièrement bénéfique. Donc, ensuite, sur le dernier cas que j'ai présenté aujourd'hui, c'est aussi sur le cas de l'effet de la végétation sur la séquestration de carbone. Donc, rapidement, là aussi, la bibliographie explique que globalement, quand on a l'évolution d'une prairie vers un boisement, ça apparaît quand même favorable pour la fonction de séquestration du carbone en zone humide et que du coup, le développement de boisements spontanés sera quand même assez bénéfique dans la perspective de réguler le climat à court terme. Et ensuite, à plus long terme, quand on a des strates une forêt ancienne à multistrates, globalement, c'est également des systèmes qui sont en capacité d'être des puits de carbone.
Et donc, enfin, on a également travaillé donc, sur le cas de l'effet de l'évolution de la végétation sur la biodiversité, enfin, donc, la diversité biologique et paysagère des zones humides. Donc, l'effet de l'enfrichement sur la biodiversité, elle est à considérer avec pas mal de points d'attention en fonction notamment de l'échelle spatiale qu'on regarde. Donc, si on est à l'échelle d'un habitat, d'un bassin versant ou beaucoup plus largement à l'échelle d'une région. Du contexte global du secteur observé, au-delà juste, on va dire, des zones humides. Et donc, voilà, si on est dans un contexte plus agricole, plus bocager ou plus forestier. De la temporalité des successions. Donc, voilà, on sait qu'on peut regarder les choses à un instant T et avoir cette diversité d'habitat, mais qui va évoluer. Elle est aussi regardée avec attention par rapport aux groupes considérés et aux connaissances associées. Parce que des fois, voilà, on va avoir beaucoup de connaissances sur certains groupes taxonomiques et sur certains groupes taxonomiques associés au milieu ouvert et moins, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a quand même moins de connaissances associées au milieu boisé, notamment humide. Et il est aussi à regarder donc, avec précaution par rapport au poids des représentations et des usages dans les orientations de gestion. Donc, globalement, l'évolution de la végétation donc, entraîne un changement de biodiversité, dont l'interprétation des effets varie en fonction de la structure du paysage, des échelles spatiales et temporelles et des groupes taxonomiques étudiés. On va vraiment observer une diversité de réponses au sein des groupes taxonomiques et aussi en fonction voilà, du type de biodiversité qu'on peut regarder. Si on regarde plus la valeur patrimoniale, les responsabilités régionales vis-à-vis des espèces rares et menacées ou le nombre d'espèces. Mais globalement, ce qu'on peut dire de manière assez simple, c'est que voilà, on a des espèces spécialistes des milieux ouverts qui laissent leur place à des espèces adaptées aux milieux fermés. Et que finalement, ce qu'on recherche, en fait, c'est l'existence d'une mosaïque paysagère d'habitats humides, ouverts et fermés, pour que ce soit voilà, globalement favorable pour la biodiversité. Donc, en résumé, l'enfrichement, n'apparaît pas globalement défavorable aux fonctions des zones humides, mais ça va quand même entraîner une modification sensible de la biodiversité. Et sur cette fonction-là, on se pose la question en fait, de cette nécessité de préserver une diversité de milieux, une mosaïque paysagère, et donc tout en intégrant aussi les questions de responsabilité régionale vis-à-vis des espèces rares et menacées. Et donc, finalement, c'est les enjeux voilà, liés à la biodiversité qui sont restés à la fin de cette phase 1, qui sont restés en suspense voilà, sur certaines questions et qui sont centraux en fait, par rapport aux orientations de gestion qu'on peut envisager derrière. Et donc, en fait, notre question qui est restée à la fin de la phase 1, c'est vraiment de savoir où se situent les enjeux de maintien de cette diversité de milieux, de cette mosaïque paysagère en contexte d'enfrichement. Et donc, c'est sur cette partie-là qu'on a commencé à travailler dans la phase 2. Donc, on souhaite en fait développer une approche qui permette d'identifier les secteurs de milieux humides d'enjeux de biodiversité sur des territoires d'études en contexte d'enfrichement. Donc, pour ça, pareil, on a développé une étape, un travail à 2 échelles. Une étude régionale sur la base des écopaysages. Donc, les écopaysages, c'est des portions de paysages qui sont assez proches en termes de mosaïque paysagère, de contexte paysager. Et on travaille aussi du coup à échelle locale pour tester différentes approches, notamment une approche de modélisation des continuités écologiques. Et donc, à échelle locale, l'objectif, en fait, c'est d'identifier les effets de l'enfrichement et de son évolution sur des espèces tests et du coup de modéliser leur dispersion, de définir l'évolution des populations et du coup leur niveau de maintien, en fait, si l'enjeu se justifie. Et donc, dans le cadre de cette phase 2, à cette échelle locale et pour répondre à cet objectif, on utilise en fait 2 approches complémentaires, une en écologie des communautés et une en écologie du paysage. Donc, dans l'idée de comparer en fait en termes de qualité de milieu et de continuité des milieux, quel choix de décision en termes de gestion on peut faire derrière. Donc, vraiment essayer d'avoir cette approche pour identifier
secteurs de milieu humide d'enjeux de biodiversité. Donc là, je reviens juste sur quelques éléments de méthode. Donc voilà, on a ce volet plutôt lié à l'écologie du paysage, où on va tester en fait des modélisations de continuité écologique. Donc c'est mené avec l'INRAE, avec l'UMR BAGAP. Et donc on va s'appuyer sur la modélisation des continuités écologiques d'espèces test. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir développer une approche et une méthode qui permettent d'avoir cet outil d'aide à la décision en plus, donc lié aux modélisations des continuités écologiques pour pouvoir être guidé et s'aider aussi de cet outil dans les choix de gestion derrière. Et on travaille également donc, avec une approche en écologie des communautés pour en fait approfondir les connaissances liées à la biodiversité végétale des différents stades de l'enfrichement et identifier en fait les grands types de friches au sein de territoires d'études. Et notamment aussi du coup de comparer avec différents indicateurs ces différents stades d'enfrichement et d'avoir une analyse notamment par exemple au travers du niveau de naturalité d'un stade d'enfrichement. Enfin, voilà, on essaye vraiment du coup d'identifier ces éléments-là et de les comparer ensuite pour faire des choix de gestion derrière entre l'approche avec les outils d'aide à la décision en écologie, en écologie du paysage pardon, et en écologie des communautés. Voilà. Donc, là, les rendus visés donc, sur cette approche-là, c'est du coup principalement des guides méthodologiques et puis des guides méthodologiques et également un outil SIG qui pourrait être mobilisé en tant qu'outil d'aide à la décision par les gestionnaires. Et enfin, l'idée donc de cette approche où on se concentre vraiment sur les enjeux de biodiversité, c'est aussi de croiser à la fin avec l'étude sur les usages et les représentations donc présentées tout à l'heure donc par mon collègue Pierre, et en fait de croiser en fait ces deux approches pour identifier aussi les leviers d'usage les leviers d'usage qu'il y a derrière dans le cas d'une nécessité de maintien d'un espace ouvert. Et pour que ce soit en fait une gestion derrière qui est pérenne et voilà, qu'on puisse donc ensuite recroiser en fait ces deux approches en termes de choix de gestion à la fin. Voilà, là, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais. J'ai pas vu de... Alors, Alix, il y a une question, je vais te la lire. Oui. Attends, je crois que je vais pouvoir retrouver discussion. Bon, oui, je veux bien. Quel ordre de grandeur d'abattement en kilogrammes Ah, je suis désolée, je suis nulle. N par hectare entre une friche et une prairie menée en fauche d'export. Là, j'ai pas de données comme ça. Il faudrait que je retourne voir dans la bibliographie. J'ai pas les... Enfin, c'est assez... En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, ils mettent beaucoup de points d'attention dans la bibliographie avec ce genre de chiffres. Parce que c'est toujours très contexte dépendant aussi, pas seulement par rapport à la végétation, mais au contexte topographique, de la zone humide en fait, ou de la parcelle étudiée. Et c'est souvent des chiffres qui ne sont pas très généralisables en fait. Mais du coup, je pourrais retrouver dans la bibliographie. Moi, je ne les ai pas mis comme ça en fait dans le rapport. Je ne les ai pas indiqués comme ça. Donc, désolée pour la... Je n'ai pas trop répondu à la question. S'il y a d'autres questions, vous pouvez désactiver votre micro. Oui, bonjour, moi j'aurais une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. C'est bon. J'aurais une question par rapport aux matières en suspension. Est-ce qu'elles ont été comparées entre des sites enfrichés et des sites en prairie humide? Oui, on a aussi fait ce travail pour les matières en suspension. Et là, du coup, ça va être assez dépendant, en fait, comme j'ai expliqué pour la partie régulation des crues, ou tamponnage des crues, en fait, du type d'écoulement, c'est-à-dire si on a un écoulement plutôt faible et avec une faible lame d'eau et des débits peu élevés,
ça sera plutôt un couvert herbacé qui sera plus favorable. Et à l'inverse, quand on a des écoulements un peu plus importants avec une lagune d'eau plus grande, là, ce sera plutôt les couverts arborés qui seront plus favorables. Mais là aussi, c'est toujours assez, comment dire, relativisé dans la bibliographie par rapport au fait que quand on a un boisement assez âgé, on a aussi beaucoup du coup, de débris du bois mort, de débris organiques en décomposition au sol qui permettent aussi finalement de ralentir les écoulements. Donc, c'est assez, ça peut devenir équivalent à un certain moment. Mais oui, du coup, dans le rapport, c'est expliqué cette partie-là. J'ai les mêmes tableaux en fait avec les matières en suspension. D'accord. Et même question pour les matières organiques dissoutes, je pense notamment aux acides humiques. Non, j'ai pas travaillé directement. Non, j'ai pas eu le temps. Dans tout ce qui est en fait aussi produits phytosanitaires et après j'ai pu travailler du coup sur le phosphore particulaire et les matières en suspension. Et après tout ce qui était phosphore dissous et du coup produits phytosanitaires, j'ai pas eu le temps du coup de travailler sur ces sujets-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?